Ça suffit pour aujourd'hui. Nous avons assez travaillé, dit Ben Khouja à Ali. Maintenant, je vais appeler le raïs pour lui dire que nous sommes prêts. Toi, entre-temps, habille-toi. D'accord, à vos ordres. Mais avant, une curiosité. Hier soir, j'ai vu une petite porte dans la mezzanine des escaliers. Qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée d'un passage secret qui mène directement vers la Dar al-Imara, la résidence du Dey. Seul le raïs est autorisé à l'utiliser. Ali, Fettah Allah et Ben Khouja plongent dans les entrailles de la ville. Reste à côté de moi, mon garçon, parce que c'est facile de se perdre, dit Fettah à Ali. N'aie pas peur, je ne vais pas me perdre. Et puis notre maison est grande et je saurai la trouver même tout seul. Donc, voyons un peu. Ben Khouja, selon toi, quel chemin nous conseilles-tu? C'est-à-dire, quel serait le meilleur parcours panoramique pour montrer notre merveilleuse Médina à Ali? Demande le raïs à Ben Khouja. Je crois que la meilleure promenade, déjà, commençons par nous diriger vers Bab Zdira. Et puis, on verra, répond Ben Khouja. Arrivés à la porte, ils se mettent dos à la mer au début de Tariq Bab Zdira en direction de la Kasbah. Ben Khouja, d'un air savant, s'éclaircit la voix, prend une posture d'enseignant et avec une emphase apparente prononce. Je vous explique. Ici commence la ville. Tout ce que nous rencontrerons le long de notre chemin sera sujet de débat. Et puis quoi d'autre? Je croyais que la leçon était finie pour aujourd'hui, l'interrompt Ali, qui se met à rire bruyamment, laissant perplexes les deux adultes. Ali marchait et bougeait la tête en mode périscopique. Il remarquait certaines beautés architecturales et demandait: Et ça? Comment? Tu ne t'en rappelles pas? Ça, c'est la mosquée Jama el-Kébir, la plus vieille de toutes, le reprend Ben Khouja. Bravo, je voulais juste voir si tu es attentif, dit Ali en ricanant. Observe bien la majesté des arcades mauresques et la faïence bleue. Tu pourrais penser que les dessins sont contenus dans un seul carreau. En réalité, il en faut 4 pour compléter un motif. C'est une particularité de la céramique tunisienne et italienne. Les trois poursuivent sereinement leur promenade pour la première fois depuis son arrivée. Ali se sent un peu tranquille. Les attentions et le temps que Ben Khouja et le raïs lui consacraient l'éloignent de la chape de pensée qui l'angoissait et le portaient vers plus de légèreté d'âme. Ils arrivent à la Caïsaria qu'Ali avait strictement connue le jour de son arrivée. Ils la dépassent et prennent Zenqet el-Balariyin, là où elle fait angle avec Zenqet el-Gouarnia, débordante de gens et de bruit. Dans cette rue vivaient les Juifs de Livourne, concentrés surtout dans la Zenqet Lehoud. C'était au souk que se déroulait la vie quotidienne de la ville. Une humanité haute en couleurs s'y réunissait. Il y avait ceux qui travaillaient dans leurs propres activités artisanales avec leur famille. Il y avait ceux qui considéraient le souk comme un lieu de socialisation. On y trouvait aussi des voyous et ceux qui passaient leur temps à ne rien faire. Les fameux beldis, qui s'appuyaient au mur paresseusement et qui créaient une espèce de mobilier vivant et permanent des lieux publics. À leur passage, dès que quelqu'un reconnaissait le raïs, des groupes spontanés se formaient et lançaient des cris et des remerciements dans leur direction. Et les gens accouraient pour voir et toucher le raïs Fettah en personne, le seigneur des corsaires. Le premier qui le voyait criait fort son nom, de manière à avertir tous les autres pour qu'ils se préparent à accueillir et saluer son passage de manière chaleureuse. Dans l'air flottait une trépidation, une énergie contagieuse et chargée d'attente. Au raïs, on réservait une attention digne d'une divinité. Ali en resta ébahi. Certes, Raïs, c'est à chaque fois comme ça? Oui, hélas. Ma célébrité a un prix et je dois le payer. Pourquoi? Parce qu'après la dernière expédition qui a été riche en butin, j'ai ramené richesse et bien-être pour tout le monde. Ah, j'ai compris. Les gens à genoux devant lui gesticulaient. Certains lui offraient des dattes, d'autres lui tendaient des oranges et des mandarines que le Raïs refusait gentiment. Raïs, prenez s'il vous plaît,
Raïs, goûtez cette figue, comme elle est sucrée. Raïs, tenez, c'est du pur sucre, c'est du jus d'orange pressé à l'instant. Raïs, cette date est pour votre fils. Ces paroles, bien que prononcées sans malice, portent Fetteh dans un état de confusion. Il ressent la même sensation que, cette fois-là, quand il était jeune, préadolescent, à la mer avec ses parents, il fut renversé, secoué, retourné sous l'eau par un énorme cheval. Il tombe dans un état d'apoplexie. L'espace de quelques secondes, le souvenir de son fils frappe avec insolence aux portes de son cœur et lui procure une douleur sourde. Il pose la main sur l'épaule d'Ali pour le rassurer. Il esquisse un sourire forcé et après avoir avalé péniblement sa salive, il répond en marchant. « Merci, mais ce n'est pas mon fils. Mais Ben Khouja, après tant d'années au service du Raïs, avait appris à reconnaître les nuances des états d'âme de son patron. Il savait que ce type d'émotion, bien que nouvelle, provoquée par l'invasion involontaire de son espace privé par une autre personne, générait dans la personne du Raïs un fort malaise qui débouchait inévitablement sur un état perdurant de transe. Comme c'était déjà arrivé d'autres fois, Ben Khouja considéra opportun de créer une diversion pour détourner l'attention du Raïs et d'Ali, et alléger le climat en portant la discussion vers des rives moins tristes. Bien, allons vers la mosquée Ketchawa. Et toi, Ali, tu devras me la décrire en détail, d'accord? Voyons si tu es en mesure de le faire. Le Raïs reprit lentement le cours de ses pensées. Ben Khouja avait toujours su le calmer à chaque fois que se représentaient les fantômes du passé récent qui le hantaient. Il se rapproche de lui, se met à son côté et le poussant légèrement avec son coude, il lui murmure. « Oh le moral, capitaine, oh le moral !» Arrivé en face de la Ketchawa, Ali demande silence et attention. « Alors, celle-ci est la mosquée Ketchawa, juste ?» Les deux hommes confirment d'un hochement de tête. « J'ai une faim de loup. On y va chez ce fameux Mustapha, s'il vous plaît, à goûter son fameux pain, autrement je vais m'évanouir. » Tu as raison, mon petit. C'est l'heure du déjeuner. Allons-y. Tous les trois prennent le chemin dit Tariq el-Balaria et passent à côté de Dar el-Imara sans lui concéder un regard. De toute façon, intervient Ben Khouja, un peu irrité par cette négligence, et pendant qu'il soulevait les pans de son burnous pour les sauvegarder d'une flaque d'eau qui occupait la rue dans toute sa largeur, on y reviendra. Dar el-Imara, c'est la résidence du Dey, le siège du gouvernement et du Diwan. Je considère qu'une visite de ce lieu est absolument indispensable. Salut Mustapha, comment vas-tu? Salut Raïs, ça va bien. Quel bon vent! Rien de spécial. Nous avons accompagné Ali. Tu en as sûrement entendu parler, non? Nous voulions lui faire visiter la ville. Et puis, en réalité, nous devons faire un concours entre ton pain farci et le sien. Celui de son village qui, selon lui, est le meilleur pain du monde. Tu nous donnes 3 mhajab, s'il te plaît. Tu en veux, toi aussi, Ben Khouja? Bien sûr que oui, répondit le précepteur. Avec le petit paquet entre les mains, Ali suivit ses guides sans parler. Son ventre gargouillait en signe d'urgence alimentaire. Ils arrivèrent au jardin El-Kasba et ils s'assirent sur un banc en marbre rose. À partir de ce moment, que chacun se recueille en un silence religieux et se concentre sur le pain, dit Fettah. Nous en parlerons plus tard. C'est une scène d'une grande tendresse. Ali, assis entre un austère précepteur, couvert d'un burnous blanc, et portant aux pieds une paire de babouches jaunes et un tarbouche rouge sur la tête, et un Raïs, célèbre pour son courage, et qui, en ce moment, était courbé, occupé à dévorer un mhajab. C'était un cadre attirant. Les présents ne pouvaient en détacher leurs yeux. Une scène d'une beauté troublante et immortelle. « Alors ?» demande Fettah d'un air inquisiteur. « Alors? Alors quoi? Tu m'as eu, Raïs. »« Que veux-tu dire ?» lui demande-t-il un peu gêné. « Je dis ce que j'ai dit. Tu m'as eu. Le pain, c'est du pain, assez tout. Il n'est pas farci. Ce n'est pas un tortello. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? De l'oignon, de l'ail, de l'huile, des épices.
Ah voilà, blague à part, il était très bon. Jamais rien mangé de pareil. Tu as gagné. Je te l'avais dit, petit. Mustapha, c'est Mustapha. Oh, Raïs, je dois boire, sinon je vais étouffer. Il y a une fontaine ici? Va à la fontaine Ain Sidi Mohamed Chif. Elle est à 2 pas, juste là, derrière. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non, ce n'est pas la peine, j'y vais. Le jardin El Kasbah était le règne de l'harmonie et de la paix. Le murmure de l'eau, les reflets de la lumière, le parfum des nombreuses plantes, les couleurs des fleurs, les décorations des bassins d'eau, le léger piaillement des oiseaux. Tout était en accord pour régaler les sens dans le respect du concept musulman qui fait coïncider l'image du paradis avec celle d'un beau jardin. Ben Khouja s'était endormi, la tête en arrière, pendant au-delà du dossier du banc. Le Raïs, par contre, faisait un effort énorme pour résister à l'appel narcotique de la sieste qu'il combattait en se forçant à dessiner par terre, entre ses pieds, à l'aide d'une brindille, des formes de maisonnettes. Ali, lui, était captivé par la beauté de ce lieu magique, au charme hypnotique. On y respirait paix et tranquillité, une atmosphère de lieu de repos. Il s'était distrait à écouter la musique des jets d'eau du bassin central qui se croisaient en l'air, dessinant des formes géométriques. Il se leva pour se promener le long de l'allée centrale, ornée sur ses 2 côtés par des arcades somptueuses, soutenues par de très beaux chapiteaux décorés de feuilles d'acanthe. Partout, il y avait des rosiers, des jasmins, des bougainvilliers et des lauriers roses qui libéraient des parfums à faire tourner la tête. Au bout de l'allée, un bassin entouré de palmiers, de myrtes et de saules réfléchissait les rayons du soleil qui passaient à travers la végétation et se produisait en un tableau de reflets multicolores qui dansaient, rappelant une image céleste. Ali revient vers le banc. Il avait été envahi par une onde de sérénité. Il s'assit au ralenti, sans prononcer un mot et en faisant attention à ne pas faire de bruit. Le Raïs, en homme d'action qu'il était, et désormais ennuyé par cette longue oisiveté, se secoue brusquement. Allez, on y va. Sinon la nuit va nous trouver ici. D'accord, mais je crois que Ben Khouja ne t'entend pas. Je m'en occupe, dit le Raïs, qui lance 3 coups de toux très bruyants qui réveillent le précepteur en sursaut. Comment? Qu'est-ce que c'est? Quelle heure est-il? Bafouille Ben Khouja. Bien, maintenant que nous nous sommes reposés, nous pouvons rentrer à la maison. Ali, comme je te l'avais promis hier, je vais t'expliquer cette histoire des terrasses contiguës. Nous allons longer la rue du marché jusqu'à Bab Azoun. Toi, regarde bien en haut. Le Raïs marchait en tête, Ali le suivait. Le regard curieux, il tenait la tête vers le haut et la tournait à gauche et à droite. Ben Khouja, encore à moitié endormi, suivait Ali en bâillant de manière peu élégante. Le garçon remarque que les espaces publics devant les maisons et les magasins étaient envahis par des tables, des chaises, des bancs, des marchandises, comme si c'était un prolongement de l'intérieur vers l'extérieur. Le passage des piétons était difficile et il fallait toujours faire attention à ne rien renverser au passage. Les murs des maisons qui donnaient sur la rue, à partir du premier étage, se gonflaient en largeur, occupant l'espace aérien, et pendaient vers les ruelles sous-jacentes. Les extrémités des poutres qui soutenaient les planchers reposaient sur des chevrons plongés obliquement dans les murs. En haut, au travers des étroites ouvertures, on voyait de petits morceaux de ciel d'un bleu lustré. Ali demande: Raïs, comment ça se fait qu'au fur et à mesure que les maisons montent, elles s'élargissent jusqu'à se toucher? Oh, excellente question, fiston. Cette particularité architecturale s'appelle El Fina et c'est un espace qui, selon la législation urbanique musulmane, est considéré comme faisant partie de la propriété. Tu vois là-dessus? Les sommets des habitations, elles sont contiguës et permettent de se déplacer dans la ville sans descendre dans la rue. Durant la journée, l'invasion des espaces piétons rend difficile le déplacement ou la promenade. Arrivés à Bab Azoun, ils prirent la rue du Fondouk et, au souk des épices, Ben Khouja s'arrête devant un étal pour faire provision de ses précieuses poussières aux couleurs pastel.
Des pyramides de curcuma et de piment empêchaient le précepteur de communiquer ses commandes aux vendeurs. À peine visibles, derrière ces montagnes de poudre multicolore, probablement occupées à faire teinter les aspres entre elles pour tremper l'ennui pendant ces premières heures soporifiques de l'après-midi. Ce soir, j'ai des invités, dit le précepteur à Ali. Des invités importants. Pour cela, le menu prévoit bourek, ehrira ou harania. Ben Khouja plaisantait avec le marchand d'épices, s'amusant à marchander sur le prix de la coriandre. Quand on entendit des cris qui ordonnaient aux badauds de se ranger contre le mur. Deux janissaires à cheval précédaient une procession d'épaves humaines. C'étaient des esclaves, une centaine qui rentraient du travail dans la mine qui se trouvait dans la campagne après Bab el-Zoun. Bras et jambes enchaînés, habillés uniquement d'un sac qu'ils portaient en mode de casaque, ces tristes figures semblaient les ombres d'elles-mêmes. La foule nombreuse du marché se pinçait le nez, dégoûtée par la traînée d'odeurs nauséabondes laissée par le passage de ces misérables, qui faisaient leurs besoins aux marchands à cause de l'interdiction qui leur était imposée de faire le moindre arrêt. Ils étaient de retour vers leur lieu de détention auprès du bal pénitentiaire de Tariq Ain Shah. À l'improviste, 3 de ces désespérés se jettent sur un milicien de l'escorte. Ils lui passent la chaîne autour du cou, l'étranglent et puis lui prennent son mousquet et les clés pour se libérer des chaînes. Tout se déroule à la vitesse d'une flèche. Les quelques esclaves qui réussissent ainsi à se libérer se dirigent vers Bab el-Bahr. Ils forcent le barrage des miliciens de garde et ils se jettent dans la plage pour rejoindre une chaloupe et tenter ainsi de savourer la liberté. « Ne tirez pas, criait Lara. « Je les veux vivants. Et vous, à genoux !» Des coups de fouet menaçants partaient en direction du groupe resté pétrifié. « Oh, Alzino !» Un gémissement lointain parvint à l'oreille d'Ali. « Oh, Alzino !» Le garçon fouilla du regard parmi les visages tuméfiés des esclaves. C'était la voix de Domé, il en était certain. Mais il ne réussissait pas à l'encadrer. « Tourne-toi vers l'étalage de poivre. Je ne peux pas me retourner parce que, s'ils s'en rendent compte, ils vont me fouetter. » Ali se dirige, prudent, vers la rangée de dos osseux, couverts de cicatrices et d'hématomes. Il en choisit un et se présente devant lui. À hauteur de son ventre, il reconnaît le visage de Domé. « Oh, Domé, alors, comment ça va ?» demande Ali. « Selon toi, tu ne le vois pas par tes propres yeux ? C'est déjà une chance que je ne sois pas encore mort, » répond Domé avec cette pointe de cynique sarcasme qui a toujours été sa particularité. « Où vous emmène-t-il ? D'où venez-vous ? » Nous avons passé la journée dans une carrière à casser des pierres. Tous les jours, c'est la même chose. Puis le soir, ils nous ramènent au pénitencier, qu'ici ils appellent Bagni, comme les bains chez nous. Penses-tu un peu, Bagni ? Et toi, que fais-tu ? Moi, j'ai été acheté par un raïs. Je vis à la maison avec lui, c'est une brave personne. Chaque matin, il y a un précepteur qui vient m'enseigner à lire et à écrire. Même si, dit entre nous, je le savais déjà faire.